Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, je pense que nous serons tous d'accord sur le constat. Peut-être faut-il aller un peu plus loin sur les causes, je vais y revenir, avant de se poser la question des moyens et des objectifs. Nous avons bien compris que la dévitalisation des centres-villes ne relève pas uniquement de la problématique commerciale. Nous constatons le dépeuplement, le vieillissement et la paupérisation des villes moyennes. Prenons l'aspect démographique d'abord. À l'issue des 30 Glorieuses, le niveau de vie et les modes de consommation avaient largement évolué et beaucoup de Français pouvaient concrétiser leur rêve d'accéder à la propriété et à l'habitat individuel. En même temps, le développement de l'automobile permettait d'habiter en périphérie, où le foncier était moins cher et les impôts moins élevés, tout en retrouvant un peu cette campagne que la génération d'avant avait quittée pour venir habiter et travailler en ville. Mais au départ, le phénomène restait équilibré. Avec l'arrivée de nouveaux urbains, et d'ailleurs, la construction des grands ensembles s'est poursuivie jusqu'au début des années 80. Rappelons que ces immeubles aujourd'hui décriés offraient des logements modernes, spacieux et confortables, tellement espérés qu'il fallait souvent attendre longtemps pour y accéder. Mais l'arrivée d'une immigration massive a rendu impossible le fameux vivre ensemble et provoqué l'exode massif d'habitants victimes de comportements et d'exactions qualifiés d'incivilité et de violences qualifiées d'urbaines. Pour mesurer l'ampleur du phénomène, il suffit d'aller chercher dans les données de l'INSEE, et j'ai pris l'exemple de la ville de Blois. En 2012, l'INSEE recensait 6 648 immigrés, donc sens INSEE du terme, et par extrapolation nationale, 8 404, toujours aux définitions INSEE, descendants directs d'immigrés, première génération, soit un total de 15 052 sur une population municipale de 45 359 habitants, soit 33,05%, un habitant sur 3. Sûrement un fantasme. Et malgré cet afflux, la ville a perdu 1 295 habitants entre 2008 et 2012. Voilà un aspect de la question qui n'est pas abordé dans ce rapport et qui n'intéresse pas le centre de ressources Ville au Carré, semble-t-il. C'est pourtant l'une des causes de dévitalisation des villes moyennes, d'autant plus qu'elles perdent une population correspondante aux classes moyennes, les plus touchées par la hausse des impôts locaux, remplacées par des populations fragiles attirées par les logements du parc social. Et au final, la ville perd des recettes fiscales. Les politiques mises en place depuis le Grenelle de l'environnement visent à enrayer ce phénomène en limitant la possibilité de construire en zone périurbaine. On le voit aujourd'hui avec les PLUI qui ont dépossédé les maires de leurs prérogatives en matière d'urbanisme. Mais comme cela ne suffit pas, il faut bien ajouter d'autres contraintes et c'est bien l'un des objectifs cachés de la hausse des taxes sur les carburants, comme le soulignait ce matin Patrick Sintras. Et si les villes moyennes regagnent des habitants, nous craignons que ce soit à cause de l'immigration, y compris la vague actuelle des migrants, qui arrivent par centaines dans nos départements et qui ne participent à l'animation des centres-villes que par la mendicité à la porte des commerces. Est-ce que vous vous promenez dans les rues d'Orléans? Je ne sais pas. Dans certains quartiers en hiver, la fermeture des commerces doit être anticipée afin que les employés puissent sortir sans prendre trop de risques. Et même en centre-ville, oui. Oui. Ah ben je vous citerai, oui. On avance d'1 heure la fermeture de commerce dans certains quartiers parce que les employés craignent de sortir la nuit. Oui. Et même en centre-ville, certaines rues sont désertées à la nuit tombée. Voilà des rappels qui me semblent nécessaires. Non mais, c'est un fait. Bon. Pour ce qui est du dispositif que vous nous présentez, en complément des autres politiques régionales, de l'État et des collectivités, il ouvre de nouvelles possibilités d'intervention auxquelles nous pouvons souscrire, en demandant toutefois quelques précisions. Dans le rapport de présentation, il me semble que la cible n'est pas suffisamment précisée. Il est question, pages 2 et 3, des 16 pôles de centralité. Le document fait référence par ailleurs aux agglomérations de 20 à 30 000 habitants, à la page 3, aux 13 communes retenues dans le dispositif Action Cœur de Ville, page 4, aux villes moyennes de 10 à 100 000 habitants, à la page 5. Par ailleurs, dans les différentes actions régionales, il est cité des villes moins importantes, comme Le Blanc, Aubigny-sur-Ner, Chinon ou La Châtre, à la page 7, et une convention avec 47 EPCI, à la page 11. Mais
finalement, dans les principes d'intervention du fonds, il n'est pas indiqué la cible territoriale ni les critères en termes de population. Tandis qu'à la DM2, il faut retourner, si on trouve l'AP 2018-2502, elle est présentée comme venant en articulation avec les interventions de l'État et la Caisse des dépôts et consignations et en complémentarité des autres financements régionaux, ce qui peut faire craindre une interprétation restrictive. Par contre, je suis d'accord, le cadre d'intervention en annexe précise au paragraphe 2.1, le fonds s'adresse à l'ensemble des communes du territoire régional, dont acte. Mais il est dit par ailleurs, à la page 14, au paragraphe 2, dans la définition du périmètre, qu'il s'agit de renforcer le parcours marchand et de recréer des linéaires commerciaux, de renforcer la dynamique commerciale, et je cite, ce dispositif a vocation à être concentré sur un secteur déterminé. Alors, il y a, bon, je ne dis pas une contradiction, mais du moins une ambiguïté ou un certain flot sur le périmètre cible qui demanderait à être précisé. C'est pourquoi nous demanderons quelques éclaircissements sur ce point, afin que les petites villes qui participent au maillage de la ruralité ne soient pas écartées, ne soient pas exclues de ce dispositif. Nous voulons bien en être certains. Je vous remercie.